Table ronde, rencontre Ever 2021. Impact du déploiement de la mobilité durable et des réseaux dans les territoires. Quelle gouvernance ? Modéré par Jacques Buchet. Donc on va écouter Jérôme Morville, qui va bientôt nous rejoindre pour un petit quart d'heure maximum. On va être très vigilant sur le timing. Et Jean-Luc Dupont, maire de Chinon et président du Ciel. Donc on va vous demander d'être vraiment très, très contenu dans vos interventions. Merci beaucoup. Jérôme Morville, la parole est à vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler un peu de gouvernance locale, voir un peu qu'est-ce que c'est, quels sont les différents modèles qui existent et les avantages et les freins, de manière générale. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc le CER, on est le syndicat des énergies renouvelables. On représente l'ensemble des acteurs des énergies renouvelables en France. Avec l'ensemble des énergies renouvelables, on les représente principalement auprès du gouvernement, des ministères, mais également en région, auprès des différentes collectivités, pour les accompagner dans leurs projets et dans le développement des énergies renouvelables en région. Donc on représente 400 entreprises à ce jour. On a les grands énergéticiens, les grands industriels, mais 2/3 sont des PME et des ETI. Pour ceux qui étaient déjà là hier, finalement, le début de la présentation sera à peu près pareil, et on switchera et on zoomera vers la gouvernance locale ensuite. Donc en France, on s'est fixé de grands objectifs pour faire face aux enjeux climatiques, avec des réductions de consommation d'énergie fossile, une augmentation de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, mais également une augmentation de la part de renouvelables dans notre consommation finale et également dans notre production d'électricité. Donc, pour mettre en place ces défis, on a publié donc la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui aura un impact finalement sur l'économie en France, avec un fort dynamisme, et en 2028, 24 milliards d'euros de valeur ajoutée. Sur cette valeur ajoutée, l'emploi, ça représente 50%, et donc on arrive avec une courbe qui est à peu près pareille, similaire, et on a une augmentation, donc une création de 100 000 emplois entre 2019 et 2028, grâce à un peu ces objectifs climatiques qui passent notamment par les énergies renouvelables. Ce qu'on disait hier également, c'est qu'on a 2 chiffres importants à retenir. C'est donc 60% de cette activité ne peut pas être délocalisée du fait finalement de l'exploitation, de la maintenance, de la construction, de l'installation, et que finalement en total, les 80% de la valeur créée est située en France. Si on regarde un peu la répartition de tout ça, on se retrouve avec finalement des emplois qui sont assez bien répartis sur les cartes. Et avec des régions donc, qui vont déployer leur potentiel selon leur spécificité, avec par exemple un peu plus de solaire dans le sud, ou un peu plus d'emplois liés à l'éolien en mer en Normandie par exemple, ou en Bretagne. Si on regarde un peu cette carte, on voit que finalement les énergies renouvelables qui sont par définition locales sont bien implantées un peu partout en France, et c'est un peu ce dont on va essayer de parler aujourd'hui. Parmi les sujets qu'on aurait pu évoquer du fait de la localité de ces énergies, on aurait pu aborder l'hydrogène, qui a de grandes vertus et qui va permettre d'améliorer, ou en tout cas de décarboner la mobilité, que ce soit pour les transports en commun, les transports lourds, les utilitaires surtout, qui peuvent qui pourront aller de manière plus décarbonée au cœur des grandes villes. On aurait pu parler également de numérique, qui va répondre à plusieurs enjeux auxquels font face les énergies renouvelables, que ce soit faciliter et accélérer le développement, la phase de développement en tout cas, l'amélioration de l'intégration des énergies renouvelables dans les systèmes énergétiques. On dit système énergétique puisque finalement on va avoir l'électricité qui doit s'intégrer au réseau électrique, mais on a aussi le gaz qui doit s'intégrer et dans les villes, et les installations de méthanisation qui doivent s'intégrer dans les réseaux de gaz. Et on a tout un tas d'avantages de développer le numérique dans les énergies renouvelables, avec, entre autres, l'optimisation de la durée de vie et des productibles des centrales. Et pour finir, le dernier point qui fait le lien également avec le troisième point qu'on va aborder, qui est la facilitation de l'adhésion des adhérents, des citoyens et des collectivités dans les projets. Et donc là, on va parler de gouvernance locale, qui est un terme assez général et qui reste encore assez flou, parce qu'on a vraiment plusieurs modèles qui existent
de gouvernance locale aujourd'hui. Donc, quand on parle de gouvernance locale, voilà un peu de quoi on parle. On va parler plus généralement de projets participatifs, mais ça peut prendre la forme d'un investissement participatif, c'est-à-dire que des citoyens, des collectivités vont finalement vous prêter de l'argent, c'est un peu ça, mais ça peut prendre une autre forme. On peut finalement participer à un projet en ayant des droits de vote, finalement, et en récupérant finalement, en ayant vraiment une part du projet. Ça peut être des projets totalement citoyens, ça peut être du co-développement entre des acteurs privés, des collectivités, des citoyens, etc. etc. Donc on voit vraiment qu'on a une multitude de modèles qui existent aujourd'hui avec des acteurs différents dans chaque modèle, et donc on a bien sûr des avantages et des inconvénients dans chaque modèle. Le type d'investissement n'est pas le même non plus. Si on fait un zoom sur la partie investissement, en 2020, on a eu 102 millions d'euros qui ont été levés pour ce type de projet-là, sachant que les 102 millions, on ne sait pas vraiment ce qu'ils représentent, dans le sens où les collectivités peuvent ne pas passer spécialement par des plateformes de levée de fonds, et donc ça veut dire qu'il est probable que ces modèles-là de projets aient levé plus que 102 millions en 2020. Dans tous les cas, on observe, malgré la crise sanitaire, une augmentation de 50% entre 2019 et 2020. Ce qu'on note aussi, finalement, c'est qu'on a eu près de 200 projets qui ont été financés par ces plateformes-là. Et sur ces projets-là, on en a à peu près 33 qui ont collecté plus de 1 million d'euros. Donc ce qui fait que ces modèles se développent et sont de plus en plus intéressants, et en tout cas de plus en plus recherchés par les citoyens et par les collectivités. Si on zoome encore sur ce 102 millions, finalement, on voit qu'il y a plusieurs répartitions, avec en bas les investissements directement dans les sociétés qui portent les projets, donc des sociétés qui sont plus ou moins connues et qui portent les projets, mais qui voulaient accéder à un financement, et sur la partie du haut, finalement, un investissement qui est directement dans les projets, avec en bleu la petite partie des personnes qui décident d'obtenir des parts du projet et donc des droits de vote pour les décisions stratégiques, mais on y reviendra sur ce point-là, et en vert des personnes qui souhaitent juste prêter de l'argent pour que le projet puisse se développer. Si on regarde un peu les avantages de ce modèle-là, on en a plusieurs. On va pouvoir intégrer les différentes parties prenantes, les différentes parties qui sont autour du projet, donc que ce soit les citoyens, les collectivités, mais encore d'autres types d'acteurs. On va pouvoir les intégrer dans le projet, ce qui va créer un espace de discussion beaucoup plus apaisé et qui va permettre aussi aux personnes de rentrer au cœur du projet, de voir les contraintes des acteurs privés. Et les acteurs privés vont pouvoir échanger beaucoup plus finalement que ça l'est dans un projet normal avec les citoyens et les collectivités. Dans un projet normal, ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas, puisque finalement on a des débats publics qui viennent en amont des différentes autorisations environnementales et autres. Et finalement, ce débat public a une durée limitée, alors que dans ces types de modèles-là, on va pouvoir discuter tout au long du développement du projet, ou en tout cas plus facilement tout au long de la durée du projet. En complément de cet avantage-là, on peut parler vraiment d'un accompagnement par les citoyens et les collectivités du projet durant toute sa durée de vie, ou en tout cas durant la durée dans laquelle ils sont impliqués dedans. On va pouvoir maximiser les retombées économiques, puisque finalement une partie des bénéfices on va être vraiment local, encore plus que ce qu'on a pu démontrer auparavant. Et enfin, ils vont pouvoir participer un peu à la transition énergétique sur leur territoire et à l'approvisionnement local sur leur territoire. Maintenant, on rencontre également des freins qui sont assez forts et assez nombreux aujourd'hui. C'est ce sur quoi on va se concentrer, avec finalement des freins qui vont être liés à ces modèles-là. On va retrouver donc une augmentation des délais et donc des coûts. On va retrouver une dégradation des conditions de financement des projets du fait de l'inclusion de citoyens ou de collectivités. On va retrouver des risques juridiques notamment. On y reviendra, et enfin les limites des collectivités qui vont se retrouver imposées un peu au projet. On va détailler ces 4 grands risques. Donc, le premier sur les délais qui vont être ajoutés, c'est que finalement ces projets vont nécessiter un peu une formation des citoyens qui vont y participer, puisqu'ils vont être amenés à prendre des décisions stratégiques pour le projet, et donc ça va faire l'objet finalement de discussions, ça va prendre du temps, et ce temps aura malheureusement un coût pour le projet, ce qui fait qu'aujourd'hui ces modèles-là sont un petit peu plus chers. On parle plutôt en euros du mégawattheure
que les projets classiques, ou en tout cas dits classiques. Mais finalement, dans cet échange, le développeur a vraiment un rôle important, un rôle central qui est de mettre tout le monde un peu sur le même niveau, mais ce qui n'est pas toujours évident, puisqu'on va se retrouver avec finalement des limites. On ne peut pas spécialement prendre le temps d'expliquer, on ne peut pas rentrer toujours dans tous les détails techniques, puisque tout le monde n'est pas à même de les comprendre, ou encore on ne peut pas non plus rentrer dans tous les détails de la gestion d'une entreprise, que ce soit dans les remboursements des créanciers, etc., etc. Donc on peut avoir une formation finalement des citoyens, mais qui a quand même ses limites. Ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que finalement, le but, c'est vraiment d'intégrer les citoyens dans le processus décisionnel, en séparant les deux un peu, en séparant les décisions un peu structurantes, un peu stratégiques, où dans ce cas-là, le but, c'est vraiment d'avoir un vote qui est vraiment à l'unanimité, et les décisions un petit peu plus quotidiennes, un peu plus techniques, où là, le développeur, c'est vraiment son métier, et donc là, il faut le laisser un peu agir tout seul. Le deuxième grand frein qu'on retrouve, finalement, c'est ce qu'on disait, c'est la dégradation des conditions de financement. Aujourd'hui, les énergies renouvelables ont fortement baissé en termes de coûts. Pour 3 raisons, finalement, c'est la diminution l'amélioration, en tout cas, des dégradations économiques, le fait de la baisse des matériels, et le troisième, finalement, c'était aussi la courbe d'apprentissage des acteurs. Donc aujourd'hui, lorsqu'on inclut des citoyens qui finalement ne sont pas considérés comme sachants par les financeurs et par les financiers, ils se disent « oulala, il y a un risque pour mon projet, donc on va dégrader les conditions de financement dans une certaine mesure ». Ce qui va rajouter également un coût au coût du projet. Et finalement, ce frein-là, il ne faudra pas qu'il devienne une critique plus tard pour atteindre les objectifs de la PPE. Il faut vraiment justement se servir de ces modèles-là plus comme un levier que comme un frein, et faire attention à comment est-ce qu'on le met en place, pas spécialement l'imposer, mais plutôt l'inciter. En troisième frein, finalement, ce qu'on va retrouver, c'est un peu un espèce de flou juridique, où finalement on va se retrouver à discuter avec des collectivités qui finalement vont devoir prendre la décision s'ils sont pour ou contre le projet, si oui ou non il va s'implanter sur le terrain, mais qui également d'un autre côté peuvent prendre part au projet. Et donc là on va se retrouver avec un espèce de conflit d'intérêts, ou encore des risques de concussion. Et c'est là où il faut faire attention, et je pense qu'il va falloir un peu faire de la formation pour éviter tous ces risques-là, dans un premier temps, mais également clarifier un peu ce flou juridique, qui aujourd'hui est finalement néfaste un peu que ce soit pour les développeurs, pour les collectivités. Le dernier grand frein qu'on a identifié, qui finalement, c'est les limites de la collectivité qui va participer à ce projet ou à ces projets, vont s'imposer finalement au projet en lui-même, avec les limites qui sont liées aux élections et au changement de politique locale, où on a des adhérents qui nous disent on avait un projet, on travaille dessus depuis 2, 3, 4, 5 ans, et finalement on a eu les élections et hop, le projet il s'éteint. Donc ça c'est un des premiers freins sur lesquels on pourra revenir. On a les limites finalement financières de la collectivité qui vont s'imposer également au projet, puisque si on a besoin de lever, en tout cas de rehausser le capital, il faut que derrière que les collectivités puissent suivre. C'est le cas de certains acteurs comme les SEM ou les syndicats d'énergie qui peuvent suivre, mais ce n'est pas le cas de toutes les collectivités malheureusement. Et enfin, une autre limite des collectivités qui va s'imposer au projet, c'est finalement leurs compétences juridiques ou techniques, où là, tous les acteurs n'ont pas spécialement la possibilité de pouvoir se payer un avocat pour suivre le projet. Et un dernier point, finalement, c'est vraiment cette notion de partage du risque, où finalement, comme on le disait là dans l'exemple 1, où on a par exemple un changement de politique locale, le projet peut s'arrêter à cause de ce changement de politique. Donc ça veut dire qu'il faut entrer d'abord dans une phase de projet qui est dérisqué, et une fois que ce projet est dérisqué, là on est certain que le projet va pouvoir avancer, et que finalement on va avoir une certaine rentabilité sur ce projet-là. Ça veut dire que si on entre dans le projet avant cette phase de risque, le coût est bien sûr bien élevé, est moins élevé, pardon. Et si on rentre après cette phase, eh bien il y a un coût justement pour cette dérisquisation, je ne sais pas comment on pourrait dire, du projet.
pour lever ces limites, finalement, on va avoir le ministère de la Transition écologique qui a créé un groupe de travail avec différents acteurs, que ce soit des acteurs citoyens, des représentants des différents syndicats d'énergie ou des collectivités, où le but, ça va vraiment être de pouvoir lever ces freins avec un agenda qui est assez simple finalement. On aura la publication d'un rapport à la fin du premier semestre sur les freins et les besoins et comment les lever finalement, ou en tout cas une première ébauche de comment les lever. Et à la fin 2021, on aura une feuille de route sur comment développer ces modèles-là. Et pour finir, on aura une intégration de la gouvernance locale dans les objectifs de la PPE. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais n'hésitez pas à les poser. Aussi, on a parlé rapidement de numérique et d'hydrogène. N'hésitez pas à les poser sur ces deux autres sujets-là. Monsieur Jérôme Morville, donc je rappelle que vous êtes le responsable du cadre économique du SER. Je ne l'avais pas dit avant. C'est vrai. Je l'avais dit hier. Merci pour votre exposé. Y a-t-il des questions ? Moi, j'en ai une toute petite, peut-être. Donc, sur ce groupe de travail de la MTE, donc pour justement accélérer la transition et donc permettre aux acteurs de lever les freins. Le frein principal pour vous, c'est quoi ? C'est la limite de la compétence de la collectivité ? Le frein principal, c'est une bonne question. J'ai envie de dire, c'est un peu un mélange d'avantages et de freins. C'est qu'aujourd'hui, on a vraiment plusieurs modèles qui ne sont pas spécialement définis ou démocratisés. Et donc finalement, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment aujourd'hui de définition de gouvernance locale. On va avoir un modèle, ou en tout cas même deux modèles dans les appels d'offres pour les collectivités, pour les projets d'énergie renouvelable. Et ensuite, on va avoir des projets qui vont être faits par des citoyens dans leur coin, etc. Ce qui serait intéressant finalement, c'est de bien définir tous ces modèles-là, et que chacun puisse dire, ok, moi je veux ce modèle numéro 1, je veux ce modèle numéro 4, je veux ce modèle où il n'y a que des citoyens, que des collectivités, ou un modèle où finalement je suis juste un développeur privé, mais je prends mes financements chez les citoyens locaux. Avant de passer la parole, la question complémentaire, c'est, vous dites, les coûts, vous avez des coûts plus importants à partir du moment où le projet est dérisqué. Ça veut dire qu'en fait, vous supportez ces coûts supplémentaires parce que le projet a traîné en longueur et donc il a commencé à coûter cher. En fait, finalement, un projet, comment ça va se dérouler, c'est on veut implanter son projet dans un certain endroit, donc on va regarder un peu où est-ce qu'on peut l'implanter en termes d'autorisation, en termes de productible, donc où est-ce que c'est le plus intéressant pour finalement produire de l'énergie. Et pendant toutes ces phases-là, le projet est encore risqué puisqu'on a des chances que la mairie ou la collectivité nous dise non, pas à cet endroit-là, on avait prévu autre chose, par exemple. Je dis une bêtise, mais par exemple. Et finalement, ce qui fait que ce projet, tant qu'il n'est pas encore arrêté, il est encore risqué, sachant que une fois qu'on a arrêté l'endroit où on va installer le projet, on va participer aux différents appels d'offres de l'État pour pouvoir obtenir une prime. Et finalement, cette prime, c'est un contrat sur 20 ans qui va vraiment dérisquer le projet. Donc si on arrive avant, on va dire, d'être lauréat de l'appel d'offres, le projet il est encore assez risqué puisqu'on n'est pas sûr finalement qu'il aille à son terme. Et quand on arrive après, il est moins risqué. Donc une fois que ça devient un investissement qui n'est pas à risque spécialement, donc finalement ça doit coûter plus cher. Bien. Je vous passe la parole. Édouard Burier du syndicat d'énergie de Lyon. Vous dites que dans la gouvernance dans les collectivités, s'il n'y a pas une expertise technique, ça peut remettre en cause la rentabilité ou la faire baisser. Pourquoi ? Oui. Alors, il y a certains endroits où, bien sûr, on a une expertise technique ou même juridique. Ce n'est pas le cas partout. Finalement, ce manque d'expertise qui peut arriver dans certains cas, il va augmenter le coût, mais ce n'est pas d'un point de vue des acteurs qui sont autour de la table, c'est plus d'un point de vue financier, où en fait le banquier derrière qui va investir dans le projet va dire « Ah oui, donc il n'y a pas que des experts dans le projet, il n'y a pas que des experts qui peuvent participer aux décisions stratégiques, donc il y a un risque supplémentaire qui est ensuite évalué par justement ces acteurs-là, et donc ça va coûter plus cher. » Après, plus cher, c'est pas non plus... c'est à voir dans quelle mesure aussi. Je pense que ça dépend toujours des projets, des acteurs qui vont le financer, etc. etc. Sachant que c'est quand même un modèle plus ou moins récent, donc en théorie, ça sera amené à se réduire avec le temps. Sachant que dans les prochains appels d'offres de l'État qui auront lieu à partir du second semestre 2021, il y a des points supplémentaires, en tout cas pour ce type de modèle-là,
qui vont faire que ça va faciliter en tout cas leur accès à une prime de la part de l'État. Merci. Une dernière question de M. Ransquin, de l'ADEME. Merci. Bon, donc, du coup, les présentations sont faites. Donc, moi, j'avais juste une petite question à vous poser. Est-ce que néanmoins, est-ce qu'on peut vraiment affirmer que la gouvernance locale permet d'améliorer grandement l'acceptabilité sociale des projets, puisque en fait, c'est quand même un des freins majeurs qu'on voit de plus en plus. Et est-ce que là, est-ce que c'est ça le truc majeur? Vous m'entendez? Non, vous m'entendez pas bien, pardon. Moi, j'ai entendu. Vous avez entendu? C'est bon quand même? Bon. La question, c'était est-ce que justement ces modèles-là de gouvernance locale améliorent ou pas l'acceptabilité? C'est une bonne question. Alors, on a beaucoup d'acteurs qui disent que oui, d'autres qui ne sont pas spécialement d'accord et qui pensent qu'il faudrait justement lancer des études pour prouver si oui ou non il y a une meilleure acceptabilité des projets. Donc aujourd'hui, je ne saurais pas vous répondre avec certitude. Ce qui est certain finalement, c'est que au-delà de l'acceptabilité, ça permet aux citoyens, entre autres, de pouvoir participer au projet, de voir un peu les contraintes des acteurs, que ce soit des contraintes économiques, des contraintes administratives en termes de développement de projets. Et donc finalement, ils vont voir que ces projets-là, finalement tous les préjugés qu'on peut avoir sur les projets d'énergie renouvelable, que ce sont des gros acteurs qui viennent et qui cassent tout, etc., et finalement, ils vont se rendre compte que c'est faux. Donc je ne sais pas si ça améliore l'acceptabilité, mais en tout cas, ça améliore l'image, puisqu'on va être dans le projet et on va voir tout ça de plus près. Bon. Merci, donc, Monsieur Morville. On passe tout de suite à Monsieur Jean-Luc Dupont, parce qu'on va être interrompu donc incessamment sous peu, à partir de 11h moins quart. Donc, Monsieur Jean-Luc Dupont, donc maire de Chinon, président de l'agglomération. Président de la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire, oui. Président du syndicat des énergies d'Indre-et-Loire. Exactement. Et vice-président de la FNCCR et porte-parole de la FNCCR en charge des mobilités durables et propres. Voilà. Donc, concernant la gouvernance locale et la place des collectivités locales dans le modèle et le développement des mobilités propres, en fin de compte, je souhaite baser mon intervention sur les difficultés du maillage, mais aussi la capacité à pouvoir organiser localement. Ah pardon, ça va être plus simple comme ça. Donc les collectivités locales, on s'est saisi à bras-le-corps des sujets des mobilités et pour ma part, président du syndicat départemental d'énergie d'Indre-et-Loire, on a dès 2012 été le premier département à déposer dans le cadre de l'appel à projet du gouvernement et de l'ADEME la labellisation pour installer un peu plus de 400 points de charge sur le département d'Indre-et-Loire. Aujourd'hui, on est le département rural de France le mieux maillé hors Île-de-France. Donc on s'est engagé dans cette volonté, d'une part pour deux points importants. On ne souhaitait pas que les mobilités soient à nouveau un enjeu de fracture territoriale entre les zones denses urbaines et la ruralité. On était conscient que si la puissance publique n'aménageait pas l'ensemble des territoires, il y aura un aménagement dans les zones urbaines entre guillemets rentable et un désert dans les zones rurales qui malheureusement ont parfois moins de moyens à pouvoir avoir ces équipements. Donc le schéma a voulu d'abord jouer ce rôle d'aménagement du territoire et de réduction de la fracture territoriale dans les mobilités, qui sont des enjeux cruciaux dans les territoires ruraux, parce que les problématiques de déplacement, domicile-travail, d'accès aux services, d'accès aux équipements de santé, à la culture, sont évidemment cruciaux. Alors, il y a l'investissement premier qui est réalisé par les collectivités locales, le maillage, et puis ensuite, il y a évidemment la construction des infrastructures. Alors, je dirais, la problématique de la construction ou du primo-investissement n'est pas celui qui est le plus gênant. C'est comment on fait vivre ensuite le modèle, parce qu'aujourd'hui, le modèle économique est difficile, et on le voit d'ailleurs, il y a peu d'opérateurs privés qui ont saisi à bras-le-corps le sujet. Bolloré avait répondu à un appel à projet national, et il est parti en laissant le bébé avec sa couche, sans jamais l'avoir touché, puisque, en fin de compte, il n'y a pas eu d'équilibre sur le modèle économique. Donc on voit bien qu'en fin de compte, la difficulté est d'arriver à organiser un grand service public qui soit
à un tarif acceptable, évidemment avec une fiabilité du service, parce que la mobilité durable, et notamment sur les mobilités électriques, si le service n'est pas fiable, c'est un moyen très efficace de faire fuir tous ceux qui souhaitent venir, et donc c'est un frein rédhibitoire au développement de ce type de service. Les collectivités locales, il faut le savoir, aujourd'hui, sur les un peu plus de 30 000 points de charge qu'il y a en France, il y en a les 2/3 qui ont été installés par les collectivités locales, et notamment les syndicats départementaux d'énergie, un peu plus de 20 000. Dans le cadre du plan 100 000 bornes, la FNCCR a été signataire de l'accord pour doubler son parc des collectivités, donc passer de 20 000 à 40 000. On voit bien qu'il y aura donc 60 000 qui seront portés par d'autres acteurs, la grande distribution, des grands opérateurs, des énergéticiens, qui ont la volonté de pouvoir le développer. Sur le service public de la mobilité, c'est quelque chose auquel on est à peu près très attaché dans les syndicats départementaux d'énergie, parce qu'en fin de compte, l'idée la plus simple serait de créer le réseau et puis d'en livrer les clés à un opérateur privé qui, lui, va vous facturer la gestion, la maintenance, l'entretien et le fonctionnement. Mais du coup, le tarif va avoir du mal à être encadré et le modèle économique fait que vous ne pouvez pas durablement continuer à financer un service qui ne s'équilibre pas. Ce n'est pas parce que c'est un service public que ça doit être durablement déficitaire. Et le travail qu'on souhaite à faire, c'est en se mutualisant, en élargissant le spectre de la gestion, c'est d'être en capacité de répondre à des enjeux majeurs, évidemment celle de l'interopérabilité, parce qu'il n'y a pas de système performant s'il n'est pas interopérable avec l'ensemble de tous les opérateurs présents sur le dispositif. Évidemment, c'est la clé de voûte et c'est le rôle de JREV et de tout ce qui se passe autour du dispositif. Et puis il y a derrière la capacité qu'on peut avoir à organiser un service public de la mobilité. On va garder la fiabilité du service, la disponibilité des points de charge et un tarif encadré qui monte. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé en 2008, avec deux départements voisins, l'Indre-et-Loire, donc le Loir-et-Cher et la Marne, on a créé une société publique locale qui s'appelle Modulo, Mobilité Durable Locale, qui aujourd'hui gère à peine 1000 points. On sera à près de 2000 à la fin de mai 2022. On est à 970 au moment où je vous parle. Et en fin de compte, l'idée, c'est en élargissant le nombre de points de charge à gérer, c'est de faire baisser les coûts de gestion, alors les télécommunications, la hotline téléphonique, le système de maintenance et d'entretien ou de dépannage, mais avec un service très fiable, c'est-à-dire que ce n'est pas la monétique qui doit gérer la performance du service. Aujourd'hui, rapport d'activité 2020, taux de disponibilité des bornes en premier appel 98,5%, après appel à la hotline 99,3%, donc on n'est pas à la performance optimale, mais majoritairement lié, notamment dans les zones rurales très éloignées, à des problématiques de télécommunication avec le serveur central. Le fibrage de nos territoires devrait permettre de résoudre un certain nombre de difficultés sur ces sujets, mais j'y suis, je le dis de façon très attachée, parce qu'il y a beaucoup de modèles aujourd'hui qui sont installés, mais où vous trouvez des naufragés de la route avec des systèmes qui ne sont pas accessibles, avec des gens qui tournent et qui, en itinérance, sont incapables de retrouver des points de charge et s'en retrouvent réduits à trouver un hôtel le soir, à tirer une rallonge pour brancher la prise sur une prise 16 ampères qu'il y a à l'extérieur et pour passer toute la nuit à recharger. Donc c'est une vraie réalité. Donc l'enjeu, évidemment, du développement, c'est de garder un service de qualité et un tarif encadré. Modulo est parti sur le principe que sur l'ensemble des bandes gérées, c'est un tarif unique. Il n'y a pas de dumping d'un territoire à l'autre, c'est un tarif unique, uniforme. En gros, c'est 2 € de l'ordre de charge sur la charge accélérée. Les superchargeurs, on a un tarif différencié, évidemment, mais qui revient en gros à une charge. On a des superchargeurs qui sont maillés sur le territoire et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une différenciation de la charge endogène nocturne pour des gens qui en résidentiel vont se charger sur les bandes publiques. On est à 20 centimes de l'heure la nuit pour des raisons toutes bêtes, c'est pour éviter que les gens aient à 3 h du matin la nécessité d'aller s'enlever parce que ça va leur coûter trop cher. Donc on a géré ces points-là. Et ça nous permet aussi eh bien, d'avoir aujourd'hui une perspective d'atteinte de l'équilibre économique du modèle. C'est-à-dire que pour avoir un prix moyen, il y a maintenant 2 ans, quand on a créé Modulo en 2018, enfin 3 ans, le prix moyen de gestion d'une borne, c'est-à-dire si vous comprenez l'accès à l'énergie, l'abonnement électrique, les télécommunications, la monétique, le système de maintenance, d'entretien et de dépannage, vous êtes entre 120 et 150 € par mois et par point de charge.
C'était en 2018 à peu près l'architecture économique du modèle. On voit bien que durablement, quand vous installez 400 points de charge sur un département, si vous payez 150 € par mois et par point de charge, vous voyez qu'à un moment donné, ça coûte fort cher. Donc l'idée était pour nous de développer la charge et la mutualisation des coûts. Et aujourd'hui, on a divisé par 4 le coût pour nos adhérents. Et on est à un peu moins de 1000 points de charge. Et on pense que les projections que nous avons faites, à la fin de l'année 2022, avec 2000 points de charge, on arrivera à l'équilibre économique. C'est-à-dire qu'on sera à la couverture des charges totales par la recette générée par les recettes du réseau. Donc pour nous, ce n'est pas l'optimal, parce qu'on aimerait aller un peu plus loin, c'est-à-dire être en capacité de générer quelques provisions pour renouvellement, qui fait que dans le renouvellement et dans les nouvelles versions de réseau, on soit en capacité d'avoir un apport capitalistique pour pouvoir renouveler, faire évoluer le parc, au regard des standards et des critères nécessaires. Et on le voit avec le décret qui vient de sortir sur les schémas directeurs des IRVE. Il y a eu une première version des investissements sur les mobilités. Lorsqu'on avait des véhicules qui faisaient 100 à 120 km en autonomie, évidemment, le maillage n'est pas le même que quand les véhicules passent à 300 ou 400 km. Donc, il y aura une V2 ou une V3 de nos réseaux et des schémas qui devront faire qu'on va élargir le spectre et qu'on devrait normalement structurellement faire baisser les coûts globaux de gestion. Donc l'intérêt aussi, c'est de se dire que lorsqu'on s'est mutualisé tous ensemble, on pensait qu'il y a une solution de possibilité de gouvernance et de gestion publique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que on est dans les collectivités qu'on n'est pas en capacité de pouvoir le faire et qu'on est censé le confier à un tiers. Alors certes, on a un marché de maintenance avec des entreprises privées sur l'intervention, le dépannage en ligne, la surveillance pour la hotline, mais qui nous permet de maîtriser l'ensemble de l'architecture des coûts. Et aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'est l'atteinte de l'optimal économique, mais surtout d'être en capacité de gérer multi-énergie. C'est-à-dire que Modulo n'est pas dédié que pour les IRVE. Demain, l'hydrogène, moi je crois beaucoup aux véhicules hybride complètement décarboné, c'est-à-dire H2Z2 sur la base d'un véhicule électrique avec de l'hydrogène et une pile à combustible pour pouvoir avoir demain un véhicule avec la même autonomie qu'un véhicule thermique et en capacité de le faire, et aussi avec le bio-GNV. Donc voilà les objectifs qu'on s'est fixés au travers de cette SPL Modulo. Pardon. Merci Monsieur Jean-Luc Dupont. Je crois qu'on va être obligé, on n'a pas encore intimé l'ordre d'arrêter. Il n'y a pas de problème, je me plierai aux exigences. Une petite minute. C'est vrai qu'on aurait beaucoup de questions à poser. Par contre, c'est la première fois que j'entends parler d'équilibre économique sur la gestion des bornes. Ben oui. J'en suis vraiment ravi. Donc c'est une très bonne nouvelle. Je suppose qu'en plus, dans le développement, on n'a pas parlé des superchargeurs qui vont s'installer en plus sur des axes privilégiés. Donc moi, on en a déjà 6, nous, sur l'Indre-et-Loire. On a la chance d'avoir des axes autoroutiers A10 nord-sud, A85 est-ouest et A28. Et aujourd'hui, j'ai 6 superchargeurs sur les axes en itinérance qui permettent aujourd'hui d'assurer des gens qui sont de passage, être en capacité de charger et de repartir avec des superchargeurs, mais qui sont accessibles du domaine public aussi pour les usagers locaux, donc qui apportent un service complémentaire à l'itinérance. Très bien. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on reprendra avec vous donc, après l'intervention de M. Picard. Pas de problème. Si vous nous permettez, pour répondre à vos questions, puisque vous avez passé on aura comme ça le temps de réfléchir aux questions à poser. Merci à vous, on vous applaudit. Voilà. Alors justement, le retour d'expérience que vous allez nous présenter est assez intéressant, donc sur des travaux académiques que vous avez menés donc, à partir de l'étranger. Voilà, donc je vous laisse la parole. Ça va nous faire réfléchir justement. Oui, parfait. En fait, d'abord, je voudrais remercier l'organisation des Verts pour me faire intervenir ici. C'est la 3e fois de suite que je viens à cet très bel événement qui a changé de place, qu'on a vu vraiment évoluer au cours des années. Et donc, ça ferait vraiment plaisir. Donc, je suis très content d'être là. Et donc, aujourd'hui, comme effectivement, je vais vous passer un petit message de l'académie. Donc, on voit très bien beaucoup de gens ici dans le business, dans l'exposition, de la vente. Donc, ça fait très bien partie de ce qu'on voit. Mais là, moi, en tant que doctorant de Centrale Supélec, une école d'ingénierie et aussi chercheur à l'Institut VDECOM, qui travaille justement avec la mobilité, financé par des groupes automobiles comme Stellantis et Renault et des groupes énergétiques comme EDF. Et donc, nous, on va vraiment passer un peu ces messages de ce qu'est le futur. Donc, aujourd'hui, le message principal de la présentation, c'est vraiment de se dire que, en fait, le véhicule électrique peut être au-delà de la mobilité.
c'est-à-dire qu'on peut regarder aussi les véhicules d'une autre façon, d'une autre casquette, c'est-à-dire que les véhicules peuvent être aussi une source d'espoir pour les réseaux électriques. Donc je m'explique au fur et à mesure de la présentation, ne vous inquiétez pas. Donc pour ceux qui n'étaient pas là pour la table ronde, au début on avait une intervention plutôt en parlant des énergies renouvelables, et la deuxième, du maire des Chinois, on a vu plutôt comme les tarifs peuvent être importants. Je vais essayer aussi de coupler ces deux aspects avec la présentation ici. Donc ok, là c'est juste une petite bio sur mes deux casquettes, à la fois doctorant, à la fois chercheur, mais bon, j'ai déjà présenté, donc on peut effectivement attaquer le contexte. Donc voilà, en fait, on a ces deux industries qu'il faut vraiment il faut parler maintenant, parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas trop de corrélation entre les deux, mais aujourd'hui, il y a une petite chose qui s'appelle véhicule électrique, qui c'est vraiment la corrélation entre ces deux types d'industries, l'automobile et le secteur électrique, qu'il faut vraiment se parler pour que le déploiement des infra et aussi des véhicules soient les plus efficaces possibles. Donc, d'un côté, on a l'industrie qui veut vraiment décarboniser le secteur par les restrictions d'émissions de CO2. Voilà, on sait très bien les accords de Paris, il faut vraiment y aller. Et de l'autre côté aussi, on a pas mal de subventions pour acheter des voitures ou effectivement pour la charge des véhicules. Donc en France, on a pas mal de ça aussi, mais dans d'autres pays européens, comme la Norvège par exemple, on a vraiment des subventions qui peuvent aller jusqu'à 50% du prix du véhicule. Et donc là, on a par exemple le scénario de l'Agence internationale de l'énergie. Hier, il avait aussi un représentant de cet institut ici à Evere. Donc là, on a deux scénarios très optimistes. À gauche, un optimiste et à droite, un très très optimiste. Mais donc, le message que je veux passer, c'est ça. Quoi que soient les scénarios ici, on doit charger ces véhicules. On est bien d'accord. Donc, pour charger ces véhicules, on doit avoir un réseau très robuste. Et la façon qu'on veut le faire, c'est, d'une côté, il faut vraiment gérer les réseaux intelligemment. Donc là, il n'y a pas de souci. On a Enedis qui sait très bien le faire. On a RTE qui a un réseau très performant. Mais quand même, les sources qu'on veut apposter, qu'on veut déployer, il faut être renouvelable. Donc, d'un côté, on a ces gros challenges de charger tous les véhicules avec les énergies renouvelables aussi. Mais le secteur électrique, il a déjà pas mal de soucis. Au-delà des véhicules, le secteur électrique, il a le développement rapide des énergies éoliennes et solaires qui sont déjà intermittentes. Donc, il a pas mal de contraintes à gérer en temps réel. Et aussi, donc, qui dit énergie renouvelable dit aussi augmentation de flexibilité. Là, je m'explique très bien. Qui dit flexibilité dit une sorte d'essayer de contrôler les énergies renouvelables, soit à la production ou soit à la demande. Donc, qui dit flexibilité, si en gros on veut partir tout de suite dans le concept, c'est de dire il faut adopter la croissance des batteries stationnaires. Parce que comme ça, par exemple, on peut charger où il y a trop de solaire ou trop d'éoliennes et décharger quand on n'a pas de production. Ben, je sais pas vous, mais moi, je fais pas mal de batteries stationnaires qui sont là, qui personne ne les utilise. Hein. Et donc, est-ce que les véhicules, ils sont une menace dans ce contexte-là? Ben, en fait, d'un côté, on a la réduction, par exemple, des énergies qu'on veut consommer, en fait. On parle plutôt d'efficacité énergétique. Et aussi, les véhicules peuvent être contribués pour les pics énergétiques. Donc, si on ne fait pas un contrôle de la charge, il faut vraiment faire attention à ça. Et voilà, finalement, c'est ça les sujets que je voulais aborder, en fait. C'est que le véhicule, il peut aussi avoir une opportunité pour cette flexibilité qu'on appelle, en disant qu'en fait, on peut vraiment charger les véhicules d'une façon intelligente et décharger au réseau lorsqu'on a besoin. Donc, pour ça, on a cette petite framework ici qu'on a. Par exemple, les véhicules, on appelle V2X, c'est-à-dire Vehicle to Everything, to n'importe quoi. Et donc, on peut aussi avoir une interaction avec les deux réseaux, soit la transmission, soit la distribution, mais aussi avec la maison, qu'on peut charger et décharger derrière le compteur. Et là, c'est une chose magnifique, par exemple, qu'on peut justement avoir une batterie stationnaire chez nous, on ne s'en rend même pas compte. Mais nous, en académie, on s'est dit, en fait, pour avoir une attraction, effectivement, des gens, il faut avoir quand même un marché. Donc, le marché du vehicle to grid, il n'est pas encore là. Donc, quels sont les deux marchés qu'on a identifiés à peu près? Le premier marché, c'est l'arbitrage de l'énergie. En gros, je charge quand le prix il est bas et je décharge quand le prix il est haut. Et le deuxième, c'est le marché de la fréquence, qui est plutôt un marché pour le réseau de transmission, où on peut décharger très peu d'énergie, mais avec une bonne puissance. Et là, ça ne va pas trop casser la dégradation de batterie. Donc, on a identifié ces deux marchés. Donc, le premier, arbitrage d'énergie, qui en gros, c'est ça. Hein, c'est les smart charging d'un côté et la décharge, smart décharging de l'autre côté. Et la réserve, le marché des réserves, c'est aussi elle est rémunérée élevée en capacité, c'est-à-dire en kilowatt lorsque je décharge très fortement pendant une courte période, mais pas trop en énergie. Donc, au fur et à mesure des années, on a identifié ces deux. Donc, on va faire les études là-dessus pour savoir combien, effectivement, ça peut nous rapporter de l'argent. Donc, les premiers services, c'est l'arbitrage énergétique. Et donc, la conception tarifaire, par exemple, il va jouer très fortement là-dessus.
Parce qu'en fait, si on a un tarif flat, il n'y a pas d'arbitrage à faire. Donc, quand est-ce qu'on va charger, quand est-ce qu'on va décharger. Donc, il n'y a pas d'écart des prix, donc on n'a pas de l'argent à faire. Mais par contre, si on veut charger, il y a plusieurs types, plusieurs pics. Par exemple, en France, on a air plein, air creuse, donc on peut charger quand le prix est bas et décharger quand le prix est haut. Donc, effectivement, on a fait des modèles pour essayer d'optimiser ça et voir comment ça se passe. Mais les gros écarts, par exemple, c'est dans les pays américains. Aux États-Unis, par exemple, en Californie, où ils ont pas mal de véhicules, ils ont aussi des tarifs qui sont vraiment bien distribués avec high peak, mid peak et low peak, donc 3 niveaux de prix différents. Donc nous, on peut arbitrer beaucoup mieux ces écarts-là. Mais par exemple, les simulations nous montrent aussi que, au fur et à mesure, les batteries stationnaires ils vont aussi prendre relais. Parce qu'en fait, il y a une concurrence entre les véhicules et les batteries pour ce type de marché. Donc on se dit très bien, qui parle d'habitude, dit ah bah en fait, je ne vais pas utiliser mon véhicule pour ça en fait. Je vais plutôt poster une batterie stationnaire. Et donc on voit au fur et à mesure qu'il y a les deux volets de concurrence entre ces deux. Alors parlons-nous des prix en fait. Combien d'argent on peut le faire avec ce type d'arbitrage? Nous, on a fait une étude sur la Californie où je vous ai dit qu'il y a des écarts de prix vraiment importants entre les tarifs qu'on peut acheter pour charger nos véhicules. Et donc, ça va dépendre des tarifs aussi. En fait, si on a un tarif plutôt basé énergie, on voit qu'il a $50 de revenus par véhicule par année. Donc, est-ce que ça peut être beaucoup? Ben, ça dépend. Pour un véhicule, je dirais que ce n'est pas beaucoup. Mais après, si on avance plutôt d'un tarif plus complexe où on va jouer sur la capacité, c'est-à-dire kilowatts, là, on peut faire beaucoup d'argent. Là, on peut faire par exemple $200 par mois, enfin par véhicule, juste en disant que gérer ma décharge et ma charge, et je suis très content. Donc voilà, le premier volet, c'est le marché de l'arbitrage d'énergie en tant que batterie stationnaire. Et il y a aussi un cas spécial, c'est qu'on appelle plutôt les tarifs que pour les véhicules. Et là, au lieu d'arbitrer entre par exemple les bâtiments commerciaux et un bâtiment privé à la maison, nous, on peut arbitrer dans notre propre maison. C'est-à-dire que si on a un tarif pour les véhicules et un tarif pour le reste de la maison, là, on peut vraiment faire un jeu de flux de puissance très intéressant si on a les tarifs adaptés. Donc, en ces cas, déjà en Californie, encore une fois, qui sont un peu après sous ce type d'implémentation, on peut voir qu'en fait, il faut déjà acheter un autre compteur. Et après, qui dit acheter un autre compteur, dit en fait, l'investissement, ça ne sera pas très bien parce qu'en fait, il rajoutait des coûts en plus. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On a pas mal de gens qui travaillent avec les infras, qui ont déjà des très bons metteurs, des très bons compteurs dans l'infrastructure de recharge. Et donc, ce que les gens disent, c'est qu'en fait, il faut vraiment utiliser ces compteurs-là pour essayer de faire la tarification. Nous, en France, on a de la chance parce qu'en fait, on a les Linky, donc les smart meters comme les Linky, ils peuvent faire très bien ce type d'adaptation d'une tarif pour les véhicules et une tarif pour la maison. Donc, on n'aura pas ces coûts en plus en tant qu'adaptateur. Après, c'est les citoyens qui payent, on est tous ensemble, mais bon, ça, c'est un autre sujet. OK, bon, là, c'est le premier marché pour les véhicules électriques. Donc, je vous dis, la deuxième service, c'est la régulation de la fréquence. Alors, les véhicules en tant que ressources énergétiques, on peut le faire pour les réseaux de transmission. Là, c'est un service très classique. Le réseau de transmission, il fait ça tout le temps. Mais par contre, les prix aujourd'hui de la réserve, il va avoir un impact très fort sur ce type de service. Et malheureusement, les prix, il est en train de baisser. Donc, pour les gens qui veulent faire un business là-dessus, il faut bien tenir compte que, encore une fois, les batteries stationnaires, ils sont là-dedans. Il y a une concurrence qui fait les prix qui baissent. Donc là, c'est un travail d'autres de mes collègues à VDCom aussi et à PFL qui dit qu'en fait, les prix du marché des régulations, comme il va baisser un peu, nous, on peut effectivement aller au max à 300 € par an par véhicule. Avec ça, il y a 2-3 ans, ça coûtait beaucoup plus, donc on pourrait rapporter beaucoup plus d'argent. Et donc aujourd'hui, avec les prix qui baissent, effectivement, il a pas mal de pertes en profit. Mais c'est quand même un peu raisonnable. Hein. Si on va par l'arbitrage et la régulation de fréquence, si on fait la somme des deux services, on peut avoir quelque chose de bien. Mais bon, là, c'est très bien. On parle que du profit. Là, on est très bien. Mais en fait, quelles sont les barrières pour ça? Pourquoi on ne peut pas l'implémenter aujourd'hui, en fait? En fait, il y a une petite hésitation côté automobile, des constructeurs qui disent que, en fait, mon véhicule, d'abord, il est fait pour les mobilités. Donc, je vois très bien que vous pouvez utiliser comme une batterie stationnaire, mais en fait, il y a une petite contrainte qui s'appelle dégradation de la batterie. Là, je vous donne un exemple très bien. Les petits constructeurs américains Tesla qui dit qu'il n'a pas de garantie de qu'ils vous utilisez la batterie comme une source stationnaire d'énergie.
Donc là, ça pose pas mal de soucis parce qu'en fait, vous savez, mais en Californie, ils ont pas mal de soucis avec le feu. Donc, peu importe, et la petite canicule, ça prend feu, et donc le réseau, il est en galère. Et là, beaucoup de gens, ils ont fait quoi? Ils ont utilisé les véhicules comme une source d'énergie électrique. Et là, Tesla, ils ont dit, vous avez plus de garantie. Je suis désolé. Et donc là, c'est vraiment un souci parce qu'en fait, le V2G, c'est ça en fait, c'est utiliser les véhicules pour faire des choses intéressantes, soit de rapporter de l'argent à l'année, en aidant le réseau, intégrer l'énergie, et aussi, pourquoi pas, dans sa situation d'urgence. Et donc, il a aussi cette côté contrainte qu'on peut exploiter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment aller étudier quelles sont les études concernant la dégradation de batterie en tant qu'utiliser ça. Donc là, comme on étudie, il est un concept assez récent. Il faut vraiment prendre du temps pour faire ça. Peut-être que dans 4 ou 5 ans, on aura des études avec des données très fiables sur la dégradation de batterie avec le V2G. Donc, et maintenant, le dernier message que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, on a parlé des concurrences des batteries stationnaires tout le temps, parce qu'en fait, ça fait baisser les prix d'une côté, ça fait baisser l'opportunité des profits des autres. Mais après, qu'est-ce qui dit les études prospectives de la batterie? Combien de batteries stationnaires et des véhicules on va avoir en 2030? Donc, je vous présente un graphe ici qui dit que c'est la provision, par exemple, de lithium-ion, des batteries qu'on utilise aujourd'hui pour les véhicules et pour les batteries stationnaires. Et là, si vous voyez, les véhicules électriques et les bus électriques, par exemple, ils comptent de très grosses parts du marché, et les batteries stationnaires, ils sont tout petites. Donc on parle souvent la concurrence des batteries stationnaires, les prix vont baisser, les gens ils vont installer plus de batteries, donc les véhicules ils seront juste pour la mobilité et pas pour aider les réseaux. Et là, si on regarde cette graphe, on dit mais quand même on a beaucoup de capacités de batterie de véhicules à utiliser. Donc pourquoi pas, on ne va pas utiliser cette batterie soit pour faire la smart charging et à la limite aussi faire la décharge pour aider les réseaux. Donc, en fait, d'un côté, moi-même, avec mes recherches, je me suis dit, en fait, si on a les prix de batterie de cette côté-là et les prix de véhicules comme ça, moi, je préfère les batteries, parce que les modèles nous disent ça. Mais après, si on fait une étude à long terme, on va voir que ça peut être pas le cas. Donc, finalement, en conclusion, le message que je voulais vous passer, c'est ça. Les véhicules, ils vraiment peuvent aider à l'intégration des ENR. Les niveaux de dégradation causés par ce type de service, on ne sait pas encore, donc il faut vraiment faire plusieurs études là-dessus. Les rémunérations de services, les deux là, ils peuvent apporter pas mal, jusqu'à $200 d'un côté et 250 € de l'autre. Donc pour les règles des marchés, il faut qu'on soit au courant de ça, parce qu'il y a vraiment une opportunité là-dessus. Et les véhicules et les batteries, la concurrence à moyen terme, ils peuvent vraiment cannibaliser les marchés du véhicule, mais à long terme, les besoins de flexibilité pour les changements qu'on veut faire vers les énergies renouvelables, il faut être vraiment importante. Donc il faut utiliser toutes les sources de flexibilité qu'on a disponibles, inclus les batteries de véhicules électriques. Merci beaucoup de votre attention. C'est ça le message que je voulais vous passer. Et n'hésitez pas si vous avez des questions et des remarques. Merci. Merci Caro pour cette brillante démonstration. On voit que les économistes quand même ont toujours des choses intéressantes à nous dire, hein, donc il faut les écouter. Et après, le marché, il met toujours un peu de temps à s'adapter. Par contre, mettre dans l'esprit des gens d'utiliser leur voiture soit pour la mobilité, soit pour le stockage d'énergie à valoriser, je pense que ce n'est pas encore bien dans l'esprit de l'homme de la rue. Donc, et bien entendu, là encore, les tarifications, il faudrait qu'elles s'adaptent aussi à l'usage. Donc, et ça, en France, ça vient, mais c'est assez lent quand même. Hein, le chemin, il est long. Cette évolution. Donc, est-ce que vous avez des questions? 2. Bonjour. Aimé Cavalier d'Onsmec, syndicat des électroménages du Gard. Là, vous utilisez donc une réciprocité sur des batteries. C'est-à-dire donc actuellement, même les bornes de recharge électrique, vous savez donc elles vont produire, elles vont aussi donc prendre de l'énergie pour la redistribuer, pour qu'il y ait donc cette réciprocité. Est-ce que vous avez étudié quand même l'influence de ce système sur l'espérance de vie de la batterie? Vous voyez ce que je veux dire? Sur la batterie du véhicule, alors. Oui. Ouais, ok. En fait, ce que nos modèles disent, c'est qu'en fait, on attribue déjà un coût d'investissement pour les batteries stationnaires. Et après, on s'est dit, en fait, que comme les batteries du véhicule ils sont déjà là, les prix, ça sera de quoi? Ça sera d'installer des bornes de recharge.
Et donc, pour ce type de modèle, on va arbitrer, on va dire qu'en fait, il y aura une dégradation d'un côté aussi de batterie. Là, on va inclure l'expérience de vie de batterie, la dégradation par chaque kilowatt qu'on retire ou chaque kilowatt qu'on met. Et donc, effectivement, dans la simulation, on voit très bien qu'en fait, les dégâts qu'on cause de la batterie, ils sont compensés par exemple, les écarts de prix ou les prix de la fréquence. Mais aujourd'hui, on n'a que les données pas très, comment dire, c'est les données, c'est plutôt d'hypothèses qu'on met, mais pas les données qu'on voit dans la vie réelle. Et pour avoir ces données dans la vie réelle, pour qu'on puisse vraiment affirmer, voilà, ma hypothèse elle est 100% parfaite, il faut vraiment faire des expérimentations. Et donc, aujourd'hui, les gens, ils ne sont pas prêts à faire des expérimentations, à mettre l'argent là-dedans, parce qu'en fait, voilà, si ça ne marche pas, j'aurai de pertes. Donc, c'est plutôt dans l'académie qu'il faut le faire ça. Donc, il y a plutôt des gens au Danemark qui sont déjà en train de faire, voilà, à faire vraiment des études sur la dégradation des batteries de véhicules to grid, de ce concept-là. Et je crois que d'ici 2 ans, on aura des rapports sur ça, mais avec des données réelles, quoi, pas avec des hypothèses. Donc malheureusement, ça reste des hypothèses. Donc pour un business, pour être mature à ces points-là, il faut avoir des données réelles. Pour compléter, ça dépend aussi de l'usage du véhicule, puisque la batterie a une durée limitée en termes de charge et de décharge. Effectivement, si on utilise très fortement votre véhicule électrique, vous n'avez pas forcément beaucoup de capacité d'utiliser ça pour la mise à disposition de puissance, si ce n'est à être obligé de remplacer votre batterie au-delà de vos 1000 cycles. Il y a des gens qui vont au-delà aussi, il y a des gens qui disent que ça va rallonger la vie de batterie en fait, parce qu'en fait, s'il y a des gens qui utilisent la batterie une fois par jour, ils vont aller au retour, il reste une grosse capacité sans utiliser. Et après, les gens ils disent qu'en fait, si on fait un peu de décharge à ce moment-là, ça va rallonger la vie de la batterie en disant que voilà, vous n'utilisez pas beaucoup la batterie, la chimie de la batterie en soi, elle n'aime pas ça. Il faut quand même bouger un peu. Et là, il y a des gens qui vont au-delà, qui disent qu'avec un très smart charging, on peut même rallonger la vie de la batterie. Mais encore une fois, il faut faire des textes. Là, c'est bien l'exemple inverse, d'une faible utilisation de la batterie pour rouler. Il y avait une deuxième question, monsieur. Oui. Merci pour votre présentation, Paul Kaink de l'ADEME. J'ai une question sur le vehicle to grid, justement, pour que le vehicle to grid se démocratise. Qui, à votre avis, est l'acteur principal qui doit faire bouger les lignes? Voilà, une très bonne question, très dure à répondre. Parce qu'en fait, le vehicle to grid, comme on l'a dit, il y a plusieurs secteurs qui sont interliés. Donc, je vous dis par expérience propre, en fait, Ever, il y a 1 an, on avait pas mal de constructeurs des bornes de recharge qui avaient dit qu'on met à disposition les bornes pour faire le vehicle to grid. Donc, les côtés technologie, ça pense aussi, les bornes, ils sont déjà dans le marché, on peut le faire. Côté réglementation, donc c'est une autre chose, c'est une chose que c'est vraiment un peu difficile. Et donc, nous, on peut utiliser 2 cas. Par exemple, en Californie, il y a une régulation qui ça va plus vite que, par exemple, en Europe. En Europe, pour passer une loi, ça prend plus de temps qu'aux États-Unis, par exemple, vu la différence contexte des politiques, comment ils sont organisés. Et donc, côté réglementation, en Europe, on veut beaucoup d'expériments, beaucoup d'expériments. Et après, une fois qu'on s'est dit, bah, OK, là, on peut y aller, là, ça passait 5 ans. En Californie, par exemple, je ne dis pas quel est le mieux, je dis juste les faits. En Californie, il dit, nous, on fait l'expériment ensemble. Ici, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais on fait ensemble, et sinon, on va gagner 5 ans. Donc, c'est plutôt, les constructeurs automobiles, ils sont bien au courant, en fait. On fait beaucoup de recherches avec Stellantis et Nissan, ils sont tous au courant du véhicule to grid. Ils sont prêts à installer des chargeurs dans les véhicules aussi pour les cas où on veut des bornes AC ou DC. Les bornes de recharge, ils sont au courant aussi. Et donc, c'est plutôt le côté réglementation qu'on fasse un peu des barrières. Mais là, encore une fois, je comprends aussi le côté, en fait. Si on veut installer un nouveau concept de véhicule to grid, il ne faut pas bouger aussi vite comme ça. Il faut vraiment me prouver que ça ne va déjà pas déstabiliser les réseaux. Comment vous allez faire, quelles sont les technologies, quels sont les types d'adaptations qui vous espérez. Et donc, c'est toujours un ensemble d'acteurs qu'il faut agir ensemble et plutôt pas d'attendre les pas qu'on fasse un premier. Monsieur Bonnery. Merci. Ce n'est pas une question, c'est plutôt un petit complément. Puisqu'on a ici beaucoup de personnes de la FNCCR et des investisseurs publics, je voudrais signaler une autre étude d'économistes qui intéresse pour optimiser la ressource publique, qui m'a été signalée par ton directeur de thèse, qui est: vaut-il mieux investir 1 euro dans une subvention pour un véhicule électrique
ou dans le raccordement des bornes de recharge pour maximiser le développement des véhicules électriques. J'ai 1 euro, je le mets où? Je subventionne la voiture ou je subventionne les réseaux de recharge? Cette étude a été faite en Norvège, je crois, et elle conclut qu'il vaut mieux investir dans le réseau plutôt que subventionner les voitures. Ça, c'était dans les conditions de tarifs norvégiennes. Maintenant, on a essayé de le faire en France, on n'a pas fini l'étude, on a commencé, mais je pense que pour les représentants de la force publique, et des communes et de la FNCCR, c'est important de savoir où on est plus efficace dans la subvention de l'argent public. Aussi, c'est ce que peuvent faire les économistes dans la question. Mais tu confirmes ou... Ouais, en fait, j'ai vu cette étude-là, c'était un Américain qui a fait sur le marché de Norvège. Et donc, c'était très bien fait. Vraiment, il faut vraiment investir sur le réseau. Vous avez raison, M. Bonnery. Bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je pense que nous allons arrêter cette session et reprendre impérativement à 14h avec l'intervention de M. Ransquin. Donc voilà, je vous invite effectivement à revenir quelques minutes avant. Merci encore, Icaro, pour cette présentation.